It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Alors, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Et aujourd'hui, on va parler de draft, on va parler de prospects. En ce moment, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse un petit peu le plus, on va dire, depuis quelques temps. Et puis, pour un fan de Portland, je pense que c'est bien plus important que la tenue des playoffs. J'essaierai de faire une vidéo un peu récap des parcours de playoffs, peut-être des finales, etc. On verra. Mais aujourd'hui, on va s'attarder, après notamment la loterie de la draft, sur les potentiels choix des équipes. Évidemment, c'est pas une mock draft que je vais faire qui sera en termes de talent intrinsèque, mais en termes de ce que je peux voir arriver dans quelques semaines, notamment en prenant en compte certains transferts. J'ai pris l'initiative, je trouve l'exercice beaucoup plus marrant comme ça, et bien sûr les besoins des équipes, ce que les équipes pourront faire ou même leur passif de draft pour voir un petit peu comment ils pourraient drafter cette année. Donc on va voir ça ensemble. Je vais pas faire les 30 ou 60 choix. J'ai prévu 18 choix, les 18 premiers choix de la draft que je trouvais intéressants. Déjà, pour être tout à fait honnête, parce que j'ai pas eu le temps d'analyser toutes les équipes et tous les prospects de cette année. Donc j'ai précisé et je précise qu'il y aura que les 18 premiers choix. Et en plus de ça, à la fin, je rendrai un petit peu des awards, des prévisions d'awards pour l'année prochaine. Alors évidemment le rookie de l'année, mais aussi peut-être le bust ou la surprise de l'année, évidemment dans ce top 18. Peut-être le meilleur défenseur chez les rookies, le meilleur attaquant. On verra un petit peu ça en fin de vidéo, enfin en fin de podcast. Bref, on va y aller, on va commencer avec ce premier choix. Allons-y. The Phoenix Suns select DeAndre Ayton from Nassau, Bahamas and the University of Arizona. The New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. The Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards from the University of Georgia. The Detroit Pistons select Cade Cunningham from Oklahoma State University. Alors, avant de parler du premier choix, je me suis rendu compte qu'il était très intéressant quand même de faire un résumé de ces 18 choix en termes d'équipe de base, parce que déjà, je vous parle d'Atlanta. Si vous êtes pas au courant de l'actualité NBA, ça va vous paraître étonnant. Une équipe qui fait le play-in, qui était à 2 doigts d'aller en play-off et qui se retrouve avec le premier choix, déjà félicitations à eux, mais c'est surtout que oui, effectivement, c'est très étonnant. Donc on va faire un petit résumé des 18 choix. En premier, on a Atlanta, Washington en 2, Houston en 3, San Antonio en 4, Détroit en 5, les Hornets en 6, Portland en 7, les Spurs en 8, Memphis directement en 9e position, Utah en 10, Chicago en 11, Oklahoma en 12, Sacramento en 13 et Portland en 14. Ensuite, nous avons Miami en 15, Philadelphie en 16, Los Angeles en 17, Orlando en 18. Et voilà. Bref, on va pouvoir commencer du coup avec Atlanta, et pour le first pick, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises, mais j'ai décidé d'y mettre Alexandre Sarr. Alors Alexandre Sarr, joueur français, évidemment, joueur français, pivot poste 4, une matrice défensive qui pourra vraiment aider cette équipe d'Atlanta dès le day one. C'est celui avec le plus gros plancher, un plafond intéressant aussi, quelque chose qui pourrait se rapprocher, j'en avais déjà parlé, mais d'un Jaren Jackson avec un shoot plus à mi-distance qu'à 3 points, mais il a une belle mécanique, on l'a vu aussi pendant le Combine NBA. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est ce qui va se passer. Je pense vraiment qu'Alex Sarr n'est pas un joueur fini, un joueur qui va vraiment mettre du temps à vraiment s'imposer. Défensivement, je pense qu'il peut contribuer directement. C'est un très bel athlète avec une mobilité très très intéressante. C'est très bien qu'il finisse à Atlanta. Je pense qu'il jouera avec Trae Young. Trae Young, je pense, ne sera pas transféré. Si c'est le cas, dommage. Mais recevoir les ballons de Trae Young et avoir un petit peu moins de responsabilité en attaque et plus de facilité à scorer
grâce à ce joueur peut être très intéressant pour lui, vraiment très intéressant. Donc effectivement, je le mets en première position. Je sais pas vraiment s'il répondra aux attentes d'un premier choix, je vous l'avoue. En tout cas, défensivement, on parle déjà d'un joueur élite, d'un joueur qui peut s'imposer très rapidement sur ces qualités-là, mais il faudra développer un semblant d'attaque pour ne pas être traité tout simplement de bust. J'espère qu'il dépassera un petit peu ses attentes en saison 1 pour que Atlanta soit compétitif, sinon il risque vraiment d'être critiqué. Mais pour moi, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Atlanta a besoin de joueurs sur ce poste-là. Clint Capella va s'en aller. Onyeka Okongwu n'a pas le niveau intrinsèque, je pense, d'être un titulaire sur le long terme. Donc oui, Alex Sarr serait une très belle solution. Il est encore très jeune, il faudra lui laisser du temps, mais à côté d'un triangle, ça peut être très intéressant dès la saison prochaine. Et bien sûr, ça veut dire que je ne fais pas de trade, je ne trade pas ce pick. Je pense qu'un premier choix de draft, même dans une draft assez particulière comme celle-ci, un premier choix ne s'échange pas, à part si on a vraiment gagné au loto pour le joueur en face. Ici, ça ne sera jamais le cas, je pense. Il y a vraiment pas de all-star ou de superstar de la ligue qui pourrait venir à Atlanta en échange de ce premier choix. Donc, autant le garder. Bref, continuons avec le deuxième choix et Washington. Et pour moi, Washington va drafter Zaccharie Rizaché. Encore un Français, vraiment une draft exceptionnelle pour nous. Beaucoup d'attentes sur nos Français. J'avais déjà peur pour Alex Sarr. J'ai un peu peur pour Zaccharie Rizaché aussi. Surtout qu'il perd en rythme sur cette fin de saison en France. Donc ça peut être assez compliqué pour lui. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux, sur le fait qu'ils n'ont pas besoin d'ailier ou sur ces postes-là de joueurs parce qu'ils sont déjà blindés sur les ailes. Je suis particulièrement d'accord, c'est une certitude. Je pense notamment que des joueurs comme Kyle Kuzma vont être tradés. Je ne sais pas si Deni Avdija va rester sur le long terme. C'est un très bon joueur et un joueur qui n'a que 22 ou 23 ans, je crois. Donc logiquement, il pourrait rester dans cet effectif, mais je pense qu'il n'a pas assez prouvé. Je pense que c'est un excellent role player, mais qui serait beaucoup mieux dans un autre contexte. Donc oui, je pense que déjà, si Kyle Kuzma peut partir, il y a vraiment de quoi faire avec une rotation autour de Bilal Coulibaly en 2, Zaccharie Rizaché en 3, et puis bien sûr les jeunes autour. Je pense que au vu de la reconstruction de Washington et des besoins à peu près tous les postes, il est vraiment important de drafter sur le talent. Je pense que Zaccharie Rizaché est le joueur avec le plus de talent à ce poste-là et tout simplement à cette draft-là. Donc oui, moi je drafterais à ce poste, je drafterais au talent et bien sûr si on parle stricto sensus du niveau de comment ça pourrait jouer, je pense que des ailes avec Bilal Coulibaly et Zaccharie Rizaché en termes de défense, de IQ, de shoot, beaucoup de choses en fait. Ça pourrait vraiment être ta deuxième et troisième option sur le long terme. Il manquera effectivement un joueur générationnel à cet effectif pour passer un cap, ou en tout cas un prospect qui pourrait devenir ton franchise player. Mais cette draft et cette reconstruction pourrait être très positive avec l'arrivée d'un joueur comme Zaccharie Rizaché. Et je trouve ça très complémentaire quand même, il faut pas se mentir. Et puis Deni Avdija peut jouer à côté des deux. Ça aussi, il faut pas se mentir là-dessus. Et je trouve ça très intéressant, ouais. Donc on va continuer, on va continuer avec la troisième position. Et là, j'ai décidé, je vous le dis, de faire un trade. Je pense que Houston, notamment, n'a vraiment plus besoin de jeunes. Ils ont déjà 2 jeunes qui n'ont pas le temps de jeu qu'ils mériteraient, à mon sens. Amen Thompson l'a eu ensuite parce qu'il y a eu des blessés, parce que ça a joué small ball. Mais on l'a vu en début de saison, il avait très peu de temps de jeu, il était vraiment en G-League pendant certaines périodes, et on parle aussi de Cam Whitmore, qui est pour moi l'un de mes chouchous de la draft dernière, qui est un scoreur assez incroyable, mais un energizer vraiment incroyable, mais qui joue à peine 15 à 18 minutes par match, parce que vraiment, tous les postes sont complets et sont totalement fermé à l'arrivée d'un nouveau joueur, surtout dans une draft considérée comme faible. Donc effectivement, je trade le pick de Houston vers la Nouvelle-Orléans, le 3e choix, et Dillon Brooks également, contre Brandon Ingram. Brandon Ingram qui reste 1 an de contrat, qui ne restera sûrement pas sur une longue période aux Pelicans, parce qu'en fait le fit avec Zion Williamson est plutôt mauvais. Bref, il faut un nouveau projet pour Brandon Ingram. Je pense que arriver
dans une équipe jeune comme Houston et pouvoir performer directement peut être très intéressant. Ça peut vraiment faire passer un cap au projet. Je me pose énormément de questions sur le fit avec Jalen Green, mais je pense aussi que Jalen Green est un joueur qui doit s'adapter aux autres parce que, en fait, tout simplement, Jalen Green a du mal à s'adapter avec les gros profils autour de lui en général. Fred VanVleet, ça va plutôt bien. Mais intrinsèquement, on peut pas parler non plus d'une star. Alperen Sengun, c'est compliqué. Je sais qu'Alperen Sengun est aussi un profil très particulier. Mais si là, Brandon Ingram supplante Jalen Green et qu'il n'arrive pas à trouver son jeu à côté de lui non plus, on va devoir se poser des questions. Mais soyons positifs, je pense que vraiment Fred VanVleet, Jalen Green, Brandon Ingram et puis Alperen Sengun comme tête d'affiche de cette équipe de Houston pourrait être vraiment incroyable. Mais bref, parlons de l'équipe de la Nouvelle-Orléans, qui draft en 3e position. Je pense qu'il pourrait vraiment récupérer un joueur comme Stephen Castle. Donc ça sera mon 3e pick de cette draft. Stephen Castle, moi je l'ai plus bas, ce n'est pas une surprise. Je pense que New Orleans va retrouver un semblant de début de projet, en tout cas des couteaux suisses, des guerriers autour de Zion, et qu'ils essaieront de choper un gros joueur l'année prochaine. Je pense qu'ils ont besoin quand même de quelqu'un sur les postes de meneur et pas quelqu'un qui supplante son rôle, qui dépasse son rôle. Je pense que le choix le plus sûr reste Stephen Castle dans ce rôle-là. C'est un soldat défensif avec une très grosse versatilité. Il lui manque un shoot, il lui manque un petit peu le shoot, je pense. Mais la Nouvelle-Orléans est connue, les Pels sont connus pour développer des shooters. On l'a vu avec Lonzo Ball, c'est assez impressionnant. Et même Herbert Jones cette année a passé un cap dans ce domaine. Je pense que c'est un bon profil sur le banc s'ils veulent gagner tout de suite, mais c'est surtout un profil qui, s'il mûrit assez bien, pourrait prendre la place de titulaire à la main dans le cas où CJ McCollum ne répond pas aux attentes. CJ McCollum est un énorme joueur, un de mes joueurs préférés je pense, mais c'est pas un meneur qui est vraiment partageur de ballon, qui est vraiment intelligent dans sa distribution, et peut-être qu'il faudra un joueur plus versatile sur ce côté-là, et peut-être que c'est Stephen Castle à terme. Donc oui, c'est mon choix. C'est assez particulier, je sais qu'il est très haut, surtout chez certains Américains, mais ici, ça sera mon choix pour ce pick numéro 3. Passons au numéro 4 directement avec San Antonio qui pique en 4, et j'ai décidé de drafter Tidjane Salahin. Drôle de choix, vous allez me dire. Ici, il n'y a pas de chauvinisme. J'en ai rien à faire du chauvinisme, je vous avoue. Non, je pense vraiment que sur une draft avec énormément de profils qui se dégagent comme étant des futurs role-players ou qui posent énormément de questions par rapport à leur taille, par rapport à des défauts spécifiques qui peuvent être vraiment embêtant, on va dire, pour un profil NBA. On en reparlera sur d'autres profils, mais bref. En tout cas, je pense que Tidjane Salahin se démarque de tout ça, parce que même si il n'a pas montré les qualités les plus incroyables et intrinsèquement, il n'est pas le meilleur joueur aujourd'hui, je pense qu'à terme et avec un bon développement, il peut vraiment être une matrice assez incroyable. On l'a vu d'ailleurs au dernier match en play-off LNB, mais c'est pas la question ici, ce n'est qu'un match. Mais je pense qu'on est vraiment sur l'archétype d'un défenseur, d'un athlète incroyable et d'un shooter pour un joueur de 2m06, 2m08, qui pourrait vraiment, s'il développe un semblant de jeu de passe, un semblant d'activité avec la balle, qui pourrait vraiment devenir un vrai soldat, en tout cas qui pourrait dépasser ce rôle de 3&D et qui pourrait vraiment aider Victor Wembanyama à devenir une équipe compétitive aux côtés de Victor Wembanyama. Pour moi, il faut courir sur ce profil. C'est sûrement l'un des meilleurs athlètes de cette draft. C'est sûrement l'un des meilleurs shooters par rapport aussi à sa taille. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, je pense que oui, je cours sur ce profil, surtout que on sait que les deux positions où il y a une problématique sont le poste 3 et le poste 1. Donc, on remplit ce poste 3 avec Tidjane Salahin. Je pense qu'au final, c'est peut-être même un profil qui a un plus haut plafond qu'un Zachary Rizaché. À voir, évidemment. Là, c'est des plans sur la comète. Et je pense qu'il faut courir dessus, même si, parce que déjà, je pense qu'il va monter en cote à cette draft très rapidement au vu de ses playoffs et au vu de quand il va faire des tests avec les différentes franchises.
Donc je pense vraiment qu'il peut être pick dans le top 6, dans le top 4. Mais oui, je pense qu'il est au-dessus des joueurs comme Bouzelis ou peut-être Ron Holland dont on va parler plus tard. Bref, en tout cas, je cours sur ce profil et je pense qu'un fond de courte, Tinjan Salin, Jérémy Sohan et Victor Wembanyama, très tall, très versatile, très défensif, avec des shooters, c'est vraiment très impressionnant et je pense que ça pourrait être l'avenir de San Antonio pendant 10 ans. Bref, allons-y sur le pick numéro 5 avec Détroit. Excusez-moi, je rigole, hein, mais voir Détroit et sa saison catastrophique arriver seulement en 5, et c'est un petit peu triste. Mais ça peut être un cadeau, plutôt un empoisonnement cadeau plutôt qu'un cadeau empoisonné, parce que je pense qu'on pouvait faire beaucoup d'erreurs en piquant en 1, surtout Détroit qui a quand même du mal à choisir des joueurs qui matchent avec leur projet. Il y a des joueurs talentueux, hein, c'est pas ce que je dis à Détroit, mais pique en 5, au final, il y a beaucoup moins de pression. Et dans une draft qui est considérée comme faible par beaucoup, mais surtout une draft où les talents se mélangent, les talents se dépassent, on ne sait pas vraiment qui est le plus fort entre certains profils. Je pense qu'au final, Détroit peut s'en sortir beaucoup mieux avec ce pick 5, et c'est pour ça que je l'ai fait drafter notre cher Matas Bouzelis. Alors Matas Bouzelis, c'est un profil très intéressant, un profil qui est vraiment descendu, hein. Il était vu comme le pick 1 il y a 1 ou 2 ans. Il a beaucoup déçu, mais je pense que c'est vraiment une histoire aussi de G-League Ignite. On a vu récemment que les joueurs de G-League Ignite étaient très talentueux. On a Jalen Green, on a Scoot Anderson, on en a eu plein comme ça. Et au final, tous arrivent à rester dans la ligue, arrivent à avoir un rôle. Sur les premières années, la première ou deuxième année, ça a du mal à s'adapter en termes d'IQ parce qu'en fait la G-League Ignite ne permet pas de vraiment se développer intelligemment. Ce n'est pas comme la NCAA ou l'Europe. Bref, en tout cas, je pense que Matas Bouzelis a le talent vraiment qui a été un petit peu recouvert par cet impact négatif de la Ignite. Mais je pense que d'ici 1 ou 2 ans, Matas Bouzelis peut être un profil très intéressant et peut potentiellement, même si je n'y crois pas personnellement, être l'un des top 3 talents de cette draft. Je pense qu'il faut le pick. Et puis en plus de ça, c'est sur un poste où Détroit a vraiment du mal à avoir du talent, c'est-à-dire un poste 3. Tout simple, un poste 3, peut-être 4 au vu de sa taille, mais il manque de qualité athlétique. On parle d'un shooter, il en faut, pitié, à côté de Kate Cunningham, il en faut. Il faut des gens qui sont capables de catch and shoot. C'est un connecteur assez intéressant qui a du mal à se rapprocher du panier vraiment, en tout cas contre des gros babards, contre des gens qui ont vraiment des qualités athlétiques supérieures. Il aura moins de responsabilités qu'en Ignite et c'est peut-être ce qu'ils veulent, ce qu'il a besoin en tout cas. Et puis surtout, je pense qu'il a une mentalité qui est vraiment très très forte, que ce soit négativement ou positivement. Et au final, Matas Bouzelis pourrait rapporter un peu de win play du côté de Détroit, ce qui leur manque depuis des décennies limite. Enfin bref, en tout cas, je pense que c'est le choix parfait en 5. Matas Bouzelis. Bref, passons sur Charlotte qui pique en 6. J'ai vraiment du mal à suivre cette draft, excusez-moi, parce que effectivement, ce n'est pas ce que je ferais pour Charlotte, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait se dégager et qui pourrait être intéressant pour eux quand même. Donc j'ai décidé de leur faire drafter Reed Sheppard. Reed Sheppard, c'est un poste 2, l'un des meilleurs shooters en NCAA, qui a vraiment un volume intéressant, qui peut jouer off-ball, on-ball, qui a l'air d'avoir un vrai QI, et puis qui, en plus de ça, quand il a été directement à la draft combine, on voit des qualités athlétiques qu'on ne soupçonnait pas vraiment. Il est peut-être un profil qui est un petit peu sous-dimensionné, pour son poste 2, je sais plus exactement, mais il doit faire 1m88, donc ce n'est pas énorme, mais je pense que c'est un joueur de Kentucky qui peut se révéler en NBA sur un poste off-ball, avec un joueur très intelligent qui shoot, bref, un joueur très intéressant sur plusieurs années, qui aura plusieurs contrats en NBA, et puis au niveau de sa taille, la Melo Ball peut compenser la sous-dimension de Reed Sheppard. On a aussi Brandon Miller. Bref, on a un back court. En tout cas, on a des extérieurs qui sont très grands, très intéressants et qui peuvent couvrir ce manque de taille de Reed Sheppard. Ça pourrait être très intéressant pour lui. Je pense qu'il se développe à côté de 2 joueurs très intelligents.
Il l'est lui-même et c'est peut-être ça qui fera changer de mentalité aussi à cette franchise de Charlotte parce qu'on parle vraiment de 3 joueurs qui ont l'air d'avoir la tête sur les épaules. Je pense que LaMelo l'est aussi. On l'a vu très peu cette année parce qu'il a très peu joué depuis 2 ans. On espère qu'il aura moins de blessures. Mais LaMelo s'est aussi amélioré en défense. Brandon Miller, je sais qu'il peut devenir un excellent défenseur aussi. Rich Shepard, malgré son manque de taille, a l'air d'être un bulldog sur ces postes-là aussi. Peut-être que cette mentalité peut commencer à changer dès l'année prochaine. Je dis pas que ça va venir de Rich Shepard, mais je pense qu'en fait, il pourrait s'acclimater à un projet avec plus de maturité dès l'année prochaine. C'est pour ça que je préfère drafter, j'allais dire au fit au final, parce que c'est vraiment un fit mental avec Charlotte, avec les futures stars de Charlotte. Donc oui, je prends Rich Shepard en 6. Et puis on va continuer avec notre place numéro 7, Portland. J'ai eu beaucoup de mal à choisir pour Portland. Je vous avoue que je ne sais jamais ce qui va vraiment se passer avec cette draft. On a eu énormément de mal à drafter des joueurs autres que sur le backcourt. Et quand on draft sur le backcourt, ça se passe très très bien, en tout cas offensivement. Mais voilà, entre nos ailiers et nos intérieurs, ça a été compliqué. Là encore, on est dans un entre-deux assez particulier parce que j'ai décidé de faire drafter à Portland Ron Holland. Ron Holland, qui était pour moi le plus gros talent, qui est vraiment un talent intrinsèque, peut-être top 3 ou top 1 de cette draft. Donc vous allez dire que j'ai fait le homer, mais non, parce qu'en fait, ça m'intéresse beaucoup moins, parce que on a découvert, notamment avec cette combine, avec ces dernières semaines, que Ron Holland est beaucoup plus petit que l'on pensait. Il ne fait qu'1m98, évidemment sans chaussures, donc on peut vraiment rajouter 3-4 cm, et je pense qu'il peut tenir le poste d'ailier, mais un ailier qui ne shoot pas, un ailier qui n'a pas encore développé un shoot, qui a une mécanique qui répond aux attentes, une mécanique qui est plutôt bonne, donc peut-être qu'il pourra développer un shoot, mais dans une équipe de Portland où en fait il y a vraiment eu une complexité cette année à apporter du shoot, du spacing à cette équipe, drafter Ron Holland, c'est compliqué. Mais j'ai décidé de prendre le plus gros talent disponible. Je pense qu'il peut tenir le poste 3 et on peut avoir notre troupe d'extérieur. Scoot Henderson s'est amélioré à 3 points toute la saison, à voir si vraiment ça devient quelque chose de naturel de dégainer à 3 points pour lui, pareillement pour Shaedon Sharpe, mais je pense qu'au final ces 3 jeunes-là qui sont dans la même optique, dans la même du même âge et pourraient vraiment, puis en plus pour Ron Holland et Scoot Henderson viennent du même programme, l'Ignite, donc ils pourraient vraiment se développer ensemble. Ça pourrait être très très intéressant. À voir s'il prend quelques centimètres. Je sais que Shaedon Sharpe a grandi, donc pourquoi pas. Mais ça peut être un potentiel two-way très intéressant. Une bête athlétique, ça j'allais oublier d'en parler. Mais on a Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Ron Holland. Cette équipe doit courir en contre-attaque. On a des joueurs très intelligents avec Shaedon Sharpe et Scoot Henderson. Ron Holland à voir. Je pense que l'Ignite montre un peu la bêtise, met en évidence la bêtise de certains joueurs sans montrer leur côté, leur IQ véritable. Donc à voir un petit peu. Je pense qu'on le verra aussi avant la draft, pendant les interviews, etc. Mais je pense qu'une équipe qui court avec ces 3-là, plus DeAndre Ayton et un poste 4 quelconque, tant que c'est pas Jeremy Grant, ça peut être très fort, peut-être pas l'année prochaine, mais ça peut se développer très bien. Enfin bref, on va continuer avec en numéro 8, les Spurs, encore une fois, vraiment, ils ont l'occasion cette année de faire un braquage, j'en suis quasiment certain. Et en 8, pour les Spurs, j'ai décidé de drafter Rob Dillingham. Alors, Rob Dillingham, vous allez me dire, Tidjane Salah en 4 et Rob Dillingham en 8. Tu voulais faire le mec différent, au final, t'inverses les deux et c'est plutôt logique. Oui, mais non, parce que je pense que Tidjane Salah est un profil qui peut partir en 5, en 6 ou en 7 du côté de Portland, Charlotte ou Détroit, parce que tout simplement, ils ont un manque sur les postes ailiers, en tout cas moins Charlotte, mais beaucoup plus Portland et Détroit, même si Charlotte, il peut jouer en 3, en 4, bref, il peut s'adapter s'il voit que le talent de Tidjane Salah est supérieur pour eux. Alors que Rob Dillingham, il peut glisser à cette draft, tout simplement parce que je pense qu'à part San Antonio, Détroit, Charlotte et Portland ont tout simplement leur meneur d'avenir. Donc pourquoi drafter Rob Dillingham ? Voilà, je pense que c'est juste une logique par rapport au fit et par rapport à la dangerosité de ne pas pick Tidjane Salah très vite. Je sais que Tidjane Salah, des fois, on le voit en 14 et tout ça. Je pense que c'est un profil qui va monter et qui sera top 10 dans cette draft. Donc autant le prendre tôt. Rob Dillingham, il y a moins de chances qu'il soit pick, sauf véritable coup de cœur de Détroit ou quoi.
ou autre. Mais bon, s'il atterrit à Détroit, dommage. J'aimais bien ce joueur, mais il ne fera pas une grande carrière. Non, désolé, bref. En tout cas, Rob Dillingham. Quel profil on a avec ce joueur? On a un joueur qui est lui aussi sous-dimensionné, hein, à la manière d'un Rich Shepard. D'ailleurs, ils jouaient ensemble. C'est un gros joueur qui s'est révélé être très bon off-ball aussi, qui a fait une très bonne saison avec Kentucky, qui montrait vraiment un jeu offensif très intéressant. Défensivement, c'était autre chose. Que ça soit Rich Shepard ou lui, écoutez, 1m85, je pense, 1m88 maximum. Il a un handle vraiment smooth, il est vraiment très rapide. C'est vraiment un créateur pour les autres et un créateur pour lui-même qui est élite. Ça fait peur par rapport à son profil physique parce qu'il est vraiment très frêle. Mais je pense que si tu draftes Tinjan Salin, si tu as Jérémy Sohan, si tu as Devin Vassell et si tu as Victor Wembanyama, tu peux compenser ces lacunes défensive très bien avec les joueurs qu'il y a autour, donc ça m'inquiète pas trop. Il y a déjà Trey Jones qui est sous-dimensionné, je pense pas que ça soit le plus gros problème des Spurs actuellement. Bref, en tout cas, je pense que Rob Dillingham pourrait être vraiment ce créateur avec énormément de potentiel à la main, qui pourrait mettre directement Trey Jones sur le banc, hein. Je pense qu'il a un talent à la passe qui est un petit peu sous-coté aussi, mais en tout cas, c'est un joueur intelligent qui n'est pas un croqueur de ballon, vraiment un faux arrière, vous voyez, non, c'est plutôt vraiment un meneur explosif qui peut faire très moderne, qui peut scorer, qui peut jouer off-ball, qui peut vraiment être le second relais offensif derrière Victor Wembanyama sur certaines périodes à voir, mais je sais qu'il peut laisser aussi sa place sur des périodes et vraiment se fondre dans le collectif. Il l'a fait à Kentucky et il peut jouer vraiment off-ball de manière très intéressante. Non, Rob Dillingham, c'est le profil parfait. Les Spurs sont les grands gagnants de cette draft à mon sens. Enfin bref. En tout cas, c'est ce que je ferais moi, et je pense que c'est très intéressant. Bref, on va continuer avec le pick 9 et les Memphis Grizzlies. Et là, c'est peut-être mon côté Homer. Là, j'avoue, sur le pick 7, j'ai déjà dû me justifier de Ron Holland. Au final, c'est un petit peu les places où il devrait partir. Mais là, j'avoue que c'est un petit peu Homer, parce que je fais un trade entre Memphis et Portland. Memphis qui est du coup échange son pick 9 contre le pick 14 de Portland et Jerami Grant, donc contre ce pick 9 comme je l'ai dit. On sait que Portland cherche du potentiel, autant avoir un pick bien plus élevé. Jerami Grant est un cancer pour vraiment être négatif pour cet effectif. En tout cas, c'est un joueur qui est trop unselfish quand il est dans une équipe où c'est le meilleur joueur intrinsèquement. Donc il faut vraiment à mon sens, qui retrouve sa place un petit peu comme il l'avait à Denver. Et je pense qu'à Memphis, sur des postes 4, dans une rotation qui est vraiment stackée, où il y a vraiment énormément de talent, lui peut trouver son rôle. Évidemment, il scorera moins, etc. On pourrait se dégager aussi d'un très gros contrat, et je pense que Jerami Grant a une énorme valeur. On l'avait vu avec Dallas, qui était très intéressé de se dépouiller pour lui. Au final, je pense qu'à Memphis, ça peut être très intéressant. Il peut jouer poste 3, je pense qu'à côté d'un Jaren Jackson, ça rentre dans l'équation. C'est un shooter intéressant, c'est un finisseur, c'est un connecteur. Il est capable de défendre. Il l'a moins fait quand il était à Portland parce que voilà. Mais je pense que dans un vrai effectif, il peut être très 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 intéressant. Du coup, avec ce pick 9, j'ai décidé d'assurer un petit peu ce poste 3, encore une fois, avec la draft de Cody Williams à Portland directement. Parce que tout simplement, c'est un profil que je trouve très intéressant. Je pense que il peut être pick bien plus haut, donc c'est pour ça que il faut se jeter dessus. Peut-être qu'au final, il ne sera pas disponible pour Portland dans la réalité, parce que Détroit ou San Antonio auraient pu le pick directement à la 5e place. J'ai plus de mal à le voir à Charlotte, je l'avoue, mais à voir. Si on arrive à l'avoir en 9, s'il est encore disponible, je pense que ce trade est à faire, surtout avec Memphis qui n'a pas besoin de jeunes talents, surtout dans une draft où on ne sait pas s'il y a des talents exceptionnels. L'année dernière, évidemment, ils devaient garder leur pick. Là, je pense qu'aller sur un Jerami Grant, il y a 90% de chances que tu sois gagnant en termes de niveau intrinsèque sur les prochaines années. Donc, autant trade, et pour Portland, récupérer du potentiel. On a du coup le frère de Jalen Williams qui joue à Oklahoma City, qui a
effectivement un gros potentiel aussi, hein. Pour moi, c'est un shooter à 3 niveaux très intéressant, qui peut être un très bon défenseur, un potentiel à développer, qui peut jouer avec notre backcourt de manière très naturelle, peut-être même plus naturelle que Ron Holland, à voir comment ça tourne et tout ça. J'ai pas confiance en Billups, évidemment, mais je pense que Cody Williams peut s'insérer encore plus facilement dans ce collectif. Le plus gros point noir pour moi, c'est la capacité à éliminer son défenseur. Vraiment, il n'a pas de premier pas assez rapide. C'est très problématique pour moi parce que ça se remarque, mais il faut regarder, je vous invite à le faire, des highlights ou des matchs, des bouts de match, parce que oui, effectivement, son premier pas n'est pas élite, n'est pas du tout élite. J'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas le potentiel de son frère, mais son frère est arrivé en NBA bien plus tard, donc c'est peut-être un projet à long terme à développer, à voir si Portland est capable de faire ce genre de projet à long terme. Ils l'ont montré sur des postes de backcourt et offensivement avec d'autres joueurs du backcourt, donc à voir sur un poste d'ailier. Moi, j'y crois, donc c'est pour ça que je le fais drafter là-bas, et je pense de toute façon que, encore une fois, c'est le plus gros talent disponible. Bref, je me suis peut-être trompé parce que j'arrive en numéro 10, avec le pick numéro 10, Utah, pour moi, va drafter l'un des plus gros talents de cette draft. Donc oui, je retire ce que j'ai dit sur Cody Williams. Je pense effectivement que Isaiah Collier, je pense, est le plus gros talent de cette draft à cette place-là. Je pense même, pour être tout à fait honnête, qu'il pourrait être pick bien plus haut si cette saison n'était pas aussi tronquée par une petite blessure et aussi mauvaise collectivement. Mais Isaiah Collier est un prototype de joueur très très intéressant. Il a un talent fou à la création, à la passe. Je pense que même s'il a un athlétisme assez fou, c'est pas quelqu'un qui saute très haut, mais qui va pouvoir tout simplement jouer de son physique, jouer de ses épaules. On se pose énormément de questions sur son shoot, bien évidemment. Je pense qu'il peut le développer, mais surtout, je pense que sa défense est assez sous-cotée, malgré le fait qu'il fasse 1m90. C'est un tonneau, c'est tout simplement un tonneau. Je pense qu'il est très complémentaire aussi d'un Keyonte George offensivement, en tout cas. À voir pour la défense, parce on est sur deux profils qui sont... comment le dire poliment, qui sont un peu sous-dimensionnés, qui sont un peu frêles, en tout cas pour Keyonte, et sous-dimensionnés pour Isaiah Collier. Mais à voir, parce que je sais aussi maintenant que Keyonte est peut-être plus un poste, un meneur dans le jeu, en tout cas un poste 1-2 qu'un véritable poste 2. Il peut évidemment shooter en catch and shoot, hein, il est un excellent shooter, mais à voir si on lui enlève la balle des mains, si il peut faire une aussi bonne saison ou progresser à côté d'un Isaiah Collier. Moi, je prendrais le risque, tout simplement parce que le projet pourrait être très très intéressant sur le long terme, mais surtout parce que ils seront sous la direction d'un Will Hardy que j'adore ce projet du Utah Jazz, j'adore ce qu'il propose. Je pense que le meilleur endroit où pourrait tomber Isaiah Collier après une saison aussi difficile et après tous les doutes qu'on a sur lui, ça serait avec Hardy. Donc oui, je le mets là-bas. C'est fou la perception, comment j'ai changé de perception à propos de Utah en l'espace de 18 mois. Mais ce coaching-là est tellement rafraîchissant, c'est tellement intéressant que oui, j'ai aussi envie que l'un des plus gros talents qu'on considère déjà comme, j'allais dire un bust. Non, il y a beaucoup de personnes qui le considèrent encore, mais qui ne fait que descendre, pourrait arriver sous la patte de Will Hardy. Ça pourrait être vraiment exceptionnel. Bref. Continuons, je suis en train de perdre ma voix en plus, avec le pick numéro 11. Et le pick numéro 11 qui va à Chicago. C'est vraiment un pick d'équipe mid, hein, vraiment, excusez-moi Chicago, mais c'est vraiment très marrant. Donc Chicago, pour moi, va drafter Ja'Kobe Walter. Oui, je crois que ça se prononce comme ça, du premier coup, c'est assez impressionnant. Pour moi, déjà, c'est le plus gros potentiel offensif qui reste dans cette draft. Il faut remplacer Lavin, c'est un poste 2, donc Ja'Kobe Walter, un gros shooter, un gros scoreur. À voir s'il a plus que ça, parce que je crois que j'ai fait le tour de son profil. C'est ça qui pose énormément de questions, hein. Mais c'est un joueur de Baylor, donc j'ai assez confiance en son développement. Ils ont réussi à sortir de gros joueurs comme Keyonte, comme Sohan sur les dernières années. Je pense qu'il est très complémentaire d'un Kobe White, bien plus qu'un Ayo Dosunmu. Donc j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être une bonne pioche pour Chicago. C'est un petit peu du pile ou face, évidemment, hein, parce que à voir s'il arrive à développer une défense, un jeu de passe ou juste un IQ suffisant pour rester sur un terrain 25-30 minutes. Mais je pense qu'à Chicago, il faut viser ce genre de profil
high risk, high reward pour potentiellement passer un cap parce que j'ai quand même du mal avec le profil d'Ayo Dosunmu pour une équipe qui voudrait être compétitive encore aujourd'hui. Enfin bref, en tout cas Chicago draftera Jacoby, je sais pas, Walter, et ça pourrait être très intéressant pour eux. Pour Oklahoma du coup, Oklahoma qui pique en 12 avec le pick originel de Houston, je crois. Oui, ça doit être ça. Et donc, pour moi, Oklahoma City, OKC, va drafter Donovan Clingan. Drôle de choix. Non, en vrai, je rigole, mais c'est parce que je ne suis pas un grand fan de Donovan Clingan. Et pour une draft comme ça, je pense pas qu'il y aura énormément de transferts. Donc, je pense que Oklahoma va pick effectivement au talent, mais surtout au fit. Et Donovan Clingan est un intérieur, un poste 5, besogneux, avec de la taille, un rebondeur, un potentiel très bon défenseur. Évidemment, les Américains commencent déjà à le comparer à Rudy Gobert. Il ne faut pas exagérer. D'ailleurs, c'est vraiment honteux de le comparer à Rudy Gobert aujourd'hui, en tout cas. Mais oui, il y a un potentiel défensif, il y a un potentiel de protection de cercle, il y a un potentiel très intéressant. Offensivement, c'est pas du tout la même chose, mais il sera dans une équipe où on ne lui donnera pas ses ballons offensivement. Et je sais pas comment ça tournera, mais j'ai entière confiance en Marc Daigneault pour faire le taf. Mais je pense que oui, dans une équipe où il manque ce côté très intérieur, très défensif et très rebondeur, prendre des rebonds, une machine à rebond, c'est ce qu'il faudrait à Oklahoma. Donc, à voir s'il rentrerait dans le 5, s'il pourrait avoir quelques minutes. En tout cas, je pense que c'est le profil, s'il se développe bien, parfait pour Oklahoma dans cette draft. Bref, on va passer directement à la 13e place. Et directement à la 13e place, j'ai décidé d'y mettre Dalton Knecht. Excusez-moi, vraiment les noms entre Jacoby Walter et Dalton Knecht. Oui, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Dalton Knecht, du coup, qui est drafté par Sacramento. Donc là, vraiment, c'est peut-être le plus gros coup de cœur de cette draft en termes de fit joueur-team, parce que Sacramento, une équipe qui se veut compétitive, qui veut vraiment passer un cap, va drafter un joueur de 23 ans qui est pour le coup déjà très mûr, très intéressant dans son profil, qui est un gros scoreur, qui est un bon défenseur, qui n'a pas vraiment qui est sur le poste 2 et qui n'a pas vraiment de défaut rédhibitoire à part son âge du coup qui évidemment le fait descendre parce qu'il y a un potentiel moindre, mais c'est un joueur qui pourrait vraiment s'imbriquer dans le collectif dès le day one. Pour moi c'est aussi un dog vu son histoire personnelle. Il n'était pas destiné à avoir une grosse carrière déjà en NCAA et il y a passé du temps, il s'est bien développé, il est à presque 20 points par match cette saison. Je pense qu'il peut directement contribuer sur le poste où Werther déçoit énormément. Il peut prendre la place de titulaire s'il s'en sort vraiment bien et être remplacé par Monk s'il re-signe, qui est vraiment meilleur sur le banc. Donc oui, je pense que c'est un shooter qui est vraiment un bon défenseur et qui pourrait scorer dès sa première année. Je pense que j'allais dire c'est parfait pour un step-up de cette équipe, mais au moins pour avoir du talent qui contribue directement, eh bien cette équipe pourrait vraiment drafter Dalton et pourrait être très heureuse de son choix à Sacramento. Je sais pas, c'est un pick très Sacramento à mon sens, et on voit que sur ces dernières années, ça se passe plutôt bien, donc autant continuer avec un joueur de 23 ans. Enfin bref, le dernier choix du coup de ces 14 premiers en fait, parce que oui effectivement j'allais dire je ne sais plus comment ça s'appelle les derniers choix de cette loterie, tout simplement la loterie de la draft qui compte 14 équipes. Bref, en tout cas pour moi ce 14e choix qui va donc à Memphis parce que j'ai fait ce transfert avec Portland, leur pick 9 contre leur pick 14. Memphis, je pense, pourrait drafter un joueur comme Yves Messi. Yves Messi est un intérieur qui est très intéressant dans le profil parce que tout simplement, je pense qu'il peut remplacer un petit peu ce qu'avait Ja Morant à côté de lui en la personne de Steven Adams. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui est vraiment raw, qui n'a pas de grosses qualités en termes de smoothitude, en termes de scoring ou de shoot. C'est un joueur qui a commencé très tard le basket, Yves Messi, mais c'est un énorme athlète, un gros rim runner qui peut vraiment remplacer Adams dans son rôle en posant des gros gros parpaings, des screens vraiment intéressants qui pourraient vraiment juste prendre les rebonds assez fortement. Il n'est pas le plus grand des intérieurs, mais je pense que c'est un joueur qui joue au-dessus de sa taille, qui est vraiment athlétique et qui saute très haut, qui pourrait vraiment se développer
avec des joueurs très intéressants autour de lui. C'est un joueur qui a besoin d'être dans une équipe qui gagne, en tout cas une équipe bien construite. Je pense que Memphis l'année prochaine ne fera pas la même saison, hein, avec Ja Morant, le retour de Desmond Bane, etc. Je pense que vraiment il a un potentiel pour jouer dans un collectif, pour être intelligent dès le premier jour, pour être un athlète supérieur à côté d'un Ja Morant aussi, ça aide, et bien sûr pour s'adapter à tout le collectif de Memphis. Peut-être qu'il sera titulaire, j'ai quand même certains doutes, mais en tout cas je pense que dès l'année prochaine il peut avoir sa vingtaine de minutes et il peut être le meilleur coéquipier pour aider Ja Morant à scorer et à jouer son jeu. On sait de quoi il a besoin maintenant, et Yves Missi pourrait être une de ces solutions, oui. Donc je le pense parfait pour Memphis, bien plus en fait qu'un potentiel pick 9 avec un ailier en plus, alors qu'il y a déjà Gigi Jackson à développer, énormément de joueurs encore à développer, ou des joueurs déjà installés qui pourront prendre la place de, je sais pas, si Memphis avait drafté Cody Williams, s'il avait 14 minutes de jeu par rencontre, ou 10 minutes de jeu, ou de la G-League, ça m'aurait posé énormément de problèmes, je vous l'avoue. Donc oui, Yves Missi me paraît bien plus intéressant pour eux. C'est autour de Miami qui est toujours intéressant parce que qui draft en première place ou en 16e, c'est la même chose. Ils arrivent à drafter du Miami Basketball, trouver des teignes. Et là, vous allez vous dire, il manque quelqu'un. Je sais que on n'a pas parlé d'un joueur, il a toujours pas été sorti. On parle de Nikola Topic, oui. J'ai oublié, non, je ne voulais pas mettre Nikola Topic trop haut. Je pense que dans n'importe quel collectif, c'est un joueur tellement particulier et tellement pas en fait NBA compatible en termes notamment de scoring, de shoot actuellement, que j'ai du mal à le voir se développer correctement autre part qu'à Miami, surtout. Et je suis peut-être très dur avec lui, surtout au vu de ses blessures récentes, au vu de sa condition un petit peu physique. Je ne sais pas exactement ce qu'il peut devenir. Ça se trouve, il sera pris beaucoup plus haut. Il sera peut-être pris à la place de Rob Dillingham pour tout simplement aller aux Spurs. Mais moi, j'ai quand même du mal avec ce profil. Ça se trouve, je me trompe, je me fourvoie totalement et on parle d'un futur lieutenant de luxe ou un futur grand joueur. Et s'il doit devenir un grand joueur, de toute façon, je pense qu'à Miami, c'est la meilleure place pour y aller. Miami a besoin déjà d'un meneur, c'est un fait. C'est très bien de mettre des joueurs comme Tyler Herro ou Terry Rozier sur le poste 1. Au niveau de la taille, ça marche. Au niveau de la qualité de création, ce n'est pas le cas du tout. Là, on a un joueur qui... J'ai des doutes sur lui, c'est une certitude, mais qui en termes de création pour les autres, en termes de IQ dans le jeu, ne me décevra pas du tout. C'est un grand meneur de 2 mètres qui est très intéressant par rapport à ce profil-là. Il lui manque le shoot, mais il y a d'autres personnes pour le faire. De toute façon... Miami est connu pour une défense de fer et pour avoir plus de mal, en tout cas en saison régulière, à installer un collectif offensivement. Si ce collectif arrive à s'ajuster, même si le shoot ne rentre pas, parce que lui trouve les bons angles, les bonnes passes, arrive à s'adapter, il fera déjà le taf et je pense qu'ils vont l'adorer à Miami. C'est un joueur qui est vraiment très intéressant pour ce genre d'équipe-là, qui ont vraiment juste pas de meneur. En fait, c'est quand même fou que Miami, une équipe aussi compétitive, n'ait pas de meneur. Et puis, je vous avoue aussi que l'idée de réunir Topic et Jovic, c'est marrant, c'est très marrant, c'est marrant et puis je pense que ça peut se faire en plus, donc autant foncer dessus. Je sais pas s'il descendra jusqu'à la 15e place. J'ai quand même des doutes, mais croyons-y, et Nikola Topic en 15, et puis voilà. Et puis on va continuer parce que je suis en train de perdre ma voix à force de débiter depuis 45 minutes, mais on a Philadelphie en 16, qui est une équipe encore une fois qui est très compétitive, donc c'était assez compliqué sur ces places-là de trouver un joueur qui pourrait convenir directement. J'ai décidé directement de mettre un joueur de Duke, Jared McCain. Alors, pour moi, c'est un potentiel sleeper de la draft dans le sens où il pourrait être vraiment plus fort que sa place le laisse entendre. C'est un petit coup de cœur personnel qui offensivement va faire un taf incroyable. Je pense qu'il peut s'adapter aux postes 1 et 2. Il peut jouer à la place de Melton, à côté de Melton. Il peut jouer à côté de Maxey. Je pense que c'est très intéressant pour Philadelphie de le trade. S'ils font encore un bon choix à la Maxey une deuxième fois, l'avenir est bien plus brillant du côté de Philadelphie dans le cas où Embiid part ou même
à côté d'Embiid, vraiment. Je pense que Jared McCain, puis il a montré vraiment des qualités de leadership, ou en tout cas des qualités vocales qui me plaisent sur son année NCAA. Je pense qu'il peut contribuer offensivement dès le premier jour. J'aime aussi beaucoup l'idée qu'il arrive chez un Contenders, parce que oui, Philadelphie est un Contenders. Donc voilà, je le mets à cette place-là et je trouve ça très intéressant pour son profil. Bref, on va continuer avec Los Angeles, les Lakers. C'était aussi très compliqué, je vous avoue, à part Orlando qui arrive après, où j'avais déjà le joueur tout désigné. Enfin bref, je vais pas m'attarder dessus, mais Los Angeles, j'ai eu du mal à trouver ce profil qui m'intéressait, et j'ai décidé de prendre un deuxième joueur de Duke, Kyle Filipowski. Alors, Kyle Filipowski, c'est un intérieur, un poste 5, 4 parfois, de grande taille, vraiment. Je crois qu'il est à 2m13, j'en sais rien en fait. Je dis peut-être des bêtises, 7 pieds, un truc comme ça, mais qui est très skillé offensivement, ultra skillé offensivement. Il a des lacunes défensives, malgré sa taille. C'est ça qui me pose énormément de questions sur son profil. Mais je me dis que derrière Anthony Davis, avoir ce genre de profil qui peut jouer quelques minutes sur un banc, ça sera beaucoup moins impactant négativement en défense. Je pense qu'il n'aura pas cet impact négatif, et que s'il joue à côté d'Anthony Davis, et qu'Anthony Davis est en 4, ou en tout cas dans une sorte de front courte assez particulier où les deux jouent 5 ou 4, eh bien je pense qu'il peut cacher, comme il l'a fait toute l'année de toute façon, ses défauts défensifs. Je pense que Kyle Filipowski, assez bizarrement, peut avoir le temps de progresser du côté de Los Angeles. Je pense qu'il pourrait être très intéressant pour Los Angeles, et bizarrement je pense qu'ils peuvent lui laisser du temps, et c'est ça qu'il a besoin, devenir un vrai professionnel. Et de toute façon offensivement, vous allez adorer du côté des Lakers. De toute façon les Lakers sont connus pour être des fans un peu bêta, désolé, je rigole évidemment, mais je pense que le jeu offensif de Filipowski va plaire à énormément de fans des Lakers, et que tout simplement ça va devenir un chouchou, comme énormément d'autres, comme Caruso en son temps, comme Austin Reeves actuellement. On parle encore d'un grand blanc qui va faire son taf. Donc oui, Kyle Filipowski, je pense qu'il est fait pour aller à Los Angeles. Enfin bref, on va passer sur le 18e et dernier choix de cette mock draft. Oui, effectivement, dernier choix. C'est vraiment particulier de faire ni 15 choix, ni 30, ni 60, mais 18. Mais bon, j'avais quand même envie de parler de ces profils Topic, McCain, Filipowski, etc. Donc, on va passer sur Orlando. Orlando qui est devenu une équipe compétitive, un projet très intéressant. Et pour eux, c'est assez facile de savoir ce qui leur manque. Il leur manque du shooting sur un backcourt, des qualités de création. Et moi, je propose à ces problématiques d'ajouter un Johnny Furphy. Johnny Furphy, c'est un joueur de Kansas qui est un ailier arrière, ailier arrière avec des grosses qualités de shooter, qui est très smooth, vraiment dans son jeu, très beau à voir jouer. Je pense vraiment que c'est le profil parfait pour cet effectif qui manque en fait de création offensive sur le backcourt. Tout simplement, il est pas ridicule défensivement, il a une très bonne taille et un très bon potentiel, il est jeune, il est australien, rien à voir, mais bref, il fallait le dire. Je pense qu'il peut répondre directement day one à beaucoup d'interrogations du côté d'Orlando. Si ça se passe mal, ça reste un pick 18, c'est pas très grave, mais ça peut très bien se passer et devenir vraiment une des têtes de ce projet. J'y crois vraiment beaucoup, c'est un de mes chouchous de la draft, et pour moi, c'est vraiment une potentielle rencontre, un amour fou entre Orlando et Johnny Furphy qui peut avoir lieu avec ce pick 18. Donc oui, je pense qu'il pourrait être une part intégrante de ce projet. À voir s'il décide de garder ce pick. Évidemment, un pick 18, c'est pas non plus très intéressant parce que je sais qu'il recherche des trades, il recherche des joueurs sur le backcourt. Mais même si ça devient le 8e homme et qu'il s'adapte au fur et à mesure, il met 3 ans à devenir titulaire, ça reste un joueur que tu peux penser sur le long terme à Orlando. Et je pense vraiment qui peut contribuer dès sa saison 1 ou 2, et ça pourrait être vraiment intéressant pour lui. Enfin bref, voilà, cette mock draft NBA 2024 est terminée pour les 18 premiers choix. Et avant de vous quitter, je vais directement passer à mon rookie de l'année.
c'est très particulier, c'est très dur le rookie de l'année. Et je vais parler aussi évidemment du bust ou du potentiel star power, on va dire, de cette draft qui est un petit peu cachée. Évidemment, j'ai parlé tellement de tous les joueurs que vous pouvez peut-être deviner ce qui en ressortira. Mais effectivement, on va en parler directement. Donc directement pour le rookie de l'année, moi ce que je vous propose de voir, ce serait du côté des Spurs avec Rob Dillingham. Particulier, vous allez me dire, c'est pas du tout un des premiers choix de la draft, mais Alex Sarr, je pense vraiment, est dans un cocon à Atlanta qui l'empêchera aussi de trop faire de scoring en attaque. Je pourrais me tromper, hein, évidemment, mais je pense qu'il est dans une équipe trop compétitive pour vraiment avoir tous les ballons. Zachary Rizaché, tout simplement, je pense que ce n'est pas le type de joueur à scorer à outrance. En tout cas, il ne le fera pas en saison 1. Et autour, effectivement, je pense que Rob Dillingham, de par le fait qu'il va avoir la main et le ballon dans les mains directement, le fait que, tout simplement, s'il joue avec un Victor Wembanyama, mais même s'il a un joueur au-dessus de lui qui est beaucoup plus important, à part si, évidemment, s'il tombe sur un meneur qui est déjà en place, hein, c'est pour ça que moi, je le souhaite du côté des Spurs, peut-être de Washington, mais c'est tout, en fait. C'est tout, parce que les autres équipes, ça peut être compliqué. Je le vois scorer, je le vois passer dès le début, je le vois avoir un impact qui peut être positif, surtout s'il a un Wembanyama pour corriger un petit peu ses torts derrière lui, et puis des joueurs qui commencent à avoir un peu d'expérience comme Devin Vassell, etc. Je le vois bien en une saison à 14 points avec 4 passes, une saison qui n'est pas énorme, mais dans une draft aussi particulière, je pense que tu peux devenir rookie de l'année en 14-2-4, on va dire, si avec un peu moins d'une interception, peut-être, un truc comme ça. Ça pourrait être très très intéressant, et je pense vraiment que ce Rob Dillingham, ce Robert-là, pourrait être le rookie de l'année. Peut-être pas le meilleur joueur, hein. Pour moi, le meilleur joueur à terme, ça pourrait être soit Alex Sarr, soit Ron Holland. En soi, ça pourrait être aussi énormément de joueurs, hein. Je suis désolé, mais Isaiah Collier, Tidjane Salin, énormément de joueurs s'annoncent comme étant des potentiels sleepers. J'ai parlé aussi de Jared McCain dans ce rôle de sleeper. En vrai, on peut s'attendre à énormément de choses d'un profil qui vient de Duke et qui est très intéressant sur un poste 1-2. Mais bref, pour moi, vraiment, ce rookie de l'année est destiné à Rob Dillingham s'il arrive sans un grand meneur à sa place. Parlons maintenant d'un truc un peu moins positif, je pense, avec tout simplement le bust de l'année. Donc le bust par rapport aux attentes, j'ai décidé aussi de prendre plus en compte les premiers choix, hein. Quand on parle de bust, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué d'aller sur un choix 18. Est-ce qu'on parle vraiment de bust? Mais je pense que j'en dégage deux. J'ai du mal à voir lequel des deux pourrait être vraiment le pire. Mais Matas Bouzelis, on a vu un début de mentalité qui est très compétitif, qui montre énormément de choses et tout ça, mais énormément de déchets, des takes pour se faire voir qui sont assez compliqués à assumer quand tu veux te mettre face à Zachary Rizaché et que ton équipe a 2 victoires dans une saison de 35 matchs, je crois, je sais plus exactement. Bref, Matas Bouzelis qui va arriver à Détroit dans ma prédiction, dans une équipe qui est habituée à la défaite. J'ai quand même du mal à m'y intéresser vraiment. Et de l'autre côté, j'ai un Jacoby Walter qui est un talent offensif certain, mais qui est vraiment unilatéral, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui est vraiment, il manque énormément d'autres qualités que son scoring, dans une équipe où il y a déjà du scoring, hein. Il parle de re-signer Donovan Mitchell, il y a Kobe White, il y a Vucevic, c'est vraiment pas le problème, le scoring, je pense. Il y a Caruso sur ton poste en plus, donc à voir si en fait la saison prochaine notre cher Walter ne finira pas en 3 points de moyenne avec 12 minutes de temps de jeu. Ça, c'est un contexte qui peut arriver vraiment, donc faisons attention à ça. Et pour la future superstar, le futur joueur, évidemment, je me suis un peu spoilé parce que j'ai fait trop long sur le rookie de l'année. Donc pareil, là, je vais en dire plusieurs parce qu'en fait, j'ai parlé évidemment de Ron Holland. Pour moi, Ron Holland peut totalement dépasser ses espérances dans le sens où en fait la Ignite vraiment ne forme pas bien les joueurs, on n'y voit que les mauvais côtés, mais déjà on va le voir avec des joueurs comme Tyler Smith dont je n'ai pas parlé parce que je l'ai pas intégré dans ce top 18, mais il pourrait vraiment être un joueur bien plus fort que sa place fin de premier tour ou milieu de premier tour laisserait entendre. C'est un profil très intéressant.
qui est grand, qui peut shooter, qui a énormément de qualité. Je pense que Ron Holland, c'est la version XXL de ça, parce que je pense que ça pourrait être un ailier qui compte et qui peut mettre 20 points par match pendant 8 ans, en fait. Donc oui, Ron Holland, c'est une certitude. Et en termes de talent, je dirais évidemment... j'ai pas envie d'en parler comme en fait d'une future star, c'est pour ça que j'hésite vraiment. Donc je parierais plutôt sur Isaiah Collier. Isaiah Collier, je pense que c'est quelqu'un qui peut mettre 8 passes par match, qui peut marquer, qui pourrait s'imposer en tout cas à l'intérieur malgré sa petite taille, qui s'il développe un shoot ou en tout cas s'il arrive à poser le jeu, à être beaucoup plus réfléchi, à ne pas perdre autant de ballons, pourrait vraiment être un floor général incroyable. Et je décide de parler de lui plutôt qu'Alex Sarr, qui me pose énormément de questions sur sa capacité à scorer, notamment proche du cercle. Il se fait bouger déjà en Australie, je sais pas comment ça va être en France, mais du coup, je préfère parier sur Isaiah Collier et Ron Holland. Bref, je suis épuisé. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. À chaque fois, je ne contrôle pas le temps de mes podcasts. C'est horrible. Mais je pense que là, j'ai été assez complet. Je pense vraiment qu'on a fait le tour. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel joueur vous auriez vu ou dites-moi directement votre mock draft en commentaire. Peut-être le top 15, le top 30, comme vous voulez. Mais je pense que c'est assez logique. Je vous rappelle peut-être les transferts. Houston vers New Orleans. Avec Stephen Castle qui est du coup pick en 3 par les Pels. On a aussi en 9 Portland qui draft Cody Williams à la place de Memphis et Memphis à contrario qui draft notre cher Yves Missy et en 14 et qui obtient aussi Jeremy Grant évidemment dans l'équation. Donc dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce podcast. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent le soir et puis à la prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.